Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo l'audition. Voici le plan. Tout d'abord une introduction, ensuite les caractéristiques du son, la réception et la transmission du son, l'oreille, les récepteurs cochléaires, la transduction mécanosensitive, le codage de l'information et enfin les voies nerveuses auditives. Alors en introduction, on peut dire que l'audition est la fonction qui permet au sens de l'ouïe de s'exercer. Le sens de l'ouïe, c'est pour l'audition, le sens du goût pour la gustation, le sens de l'odorat pour l'olfaction. Alors, les activités sonores sont transformées en activités nerveuses qui vont engendrer des comportements. Ça voudrait dire que des ondes sonores sont émises, elles vont être à l'origine d'influx nerveux qui vont être intégrés aux autres systèmes sensoriels au niveau des centres supérieurs et on aura des comportements. Par exemple, quand il y a un bruit, on cherche à voir l'origine du bruit. La caractéristique du son, d'abord sa nature. C'est une vibration mécanique, ce sont des ondes de pression de l'air avec une amplitude et une longueur d'onde. L'air constitue le vecteur principal du son. La vitesse du son atteint 332 mètres par seconde dans l'air à 0 degré Celsius. Alors, le phénomène ondulatoire, d'abord l'amplitude. C'est l'intensité qui est exprimée en décibels dB. On dira qu'un son est fort quand l'amplitude est élevée, tracée en bleu. On dira que le son est faible, amplitude basse, tracée en noir. La fréquence, elle s'exprime en Hertz. Le son est aigu quand la fréquence est élevée, tracé en rouge. Le son est dit grave quand la fréquence est basse. C'est ce qui est représenté sur le tracé en noir. La hauteur d'un son est caractérisée par sa fréquence par seconde. La vitesse du son, c'est le produit de la fréquence avec la longueur d'onde. Alors, champ auditif et seuil d'audibilité, l'oreille humaine perçoit des fréquences comprises entre 16 Hz, fréquence la plus grave, et 20 000 Hz, fréquence perçue la plus aiguë, mais elle est surtout sensible aux fréquences entre 2000 et 5000 Hz. Est qualifiée d'infrason toute fréquence inférieure à 20 Hz et d'ultrason tout ce qui est au-delà de 20 kHz. Infrason et ultrason sont inaudibles. Un son est gênant à 120 décibels et il devient douloureux à 130 décibels environ. À titre d'exemple, un bruit de circulation correspond à 60 décibels, un chuchotement entre 20 et 40 décibels, la parole est émise généralement entre 85 Hz et 7 kHz. Alors, l'oreille, 3 compartiments. Tout d'abord, le conduit auditif externe, il correspond à l'oreille externe, qui se termine par le tympan. Nous avons ensuite l'oreille moyenne avec la chaîne des osselets, marteau, enclume et étrier. L'oreille moyenne se termine par la fenêtre ovale. Nous avons ensuite la cochlée en forme de limaçon, un petit escargot de 3 à 4 cm avec un sommet, l'apex, qui s'appelle l'hélicotrème. Si on déroule la cochlée, on voit 3 canaux, 3 rampes. Une rampe vestibulaire avec la périlymphe, la rampe médiane avec l'endolymphe, rampe tympanique avec la périlymphe. La rampe tympanique est fermée par la fenêtre ronde. Réception et transmission des sons, l'oreille externe d'abord. Il y a une conduction aérienne, les ondes sonores, donc qui sont captées par le pavillon, vont atteindre l'organe de l'audition par le conduit auditif externe, qui se termine au niveau du tympan, qui sera le siège de vibration, c'est-à-dire les ondes sonores qui sont des pressions, donc vont engendrer des vibrations au niveau du tympan. L'oreille moyenne, conduction ossiculaire. Le tympan transmet les vibrations à la membrane de la fenêtre ovale par l'intermédiaire de la chaîne des osselets. Là aussi, le tympan, quand il vibre, il va transmettre par le biais de la chaîne des osselets les vibrations au niveau de la fenêtre ovale.
qui est le point de départ de l'oreille interne. Alors, l'oreille interne, la conduction est liquidienne. Les oscillations de la membrane de la fenêtre ovale venant de l'étrier produisent des ondes de pression qui vont se transmettre à la rampe médiane remplie d'endolymphes et contenant l'organe de Corti. Donc, à partir de la fenêtre ovale, les vibrations vont se transmettre au niveau du liquide de la rampe vestibulaire, ensuite au niveau du liquide de la rampe tympanique. Puisque la rampe tympanique est enfermée, le liquide n'a pas par où sortir, donc il va y avoir des vibrations au niveau de la rampe médiane où existe l'organe de Corti. L'organe de Corti, ce sont les cellules ciliées internes, véritables récepteurs, avec des cellules ciliées externes qui sont des amplificateurs. Les cellules ciliées internes et externes sont dans ce qu'on appelle la rampe médiane et recouvertes d'une membrane tectoriale qu'on va voir dans la prochaine diapo. Et de part et d'autre, il y a la rampe vestibulaire riche en sodium, liquide de la rampe vestibulaire, il est riche en sodium, comme celui de la rampe tympanique, alors que le liquide de la rampe médiane est plutôt riche en potassium. Alors, cellules ciliées et membrane tectoriale. À la base, il y a la membrane basilaire qui est donc en relation avec les cellules, et en particulier avec les cellules ciliées. Et les cellules ciliées sont enveloppées par une membrane tectoriale. Quand il y a des vibrations au niveau de la membrane basilaire, ça se transmet au niveau des cellules et il y aura un contact entre la membrane tectoriale et les cellules et il va y avoir ce qu'on appelle la transduction mécanosensitive qu'on va voir. Alors, la transduction mécanosensitive, les stéréociles des cellules sensorielles sont le siège de la transduction mécanoélectrique, c'est-à-dire de la transformation de la vibration sonore en message nerveux qui sera interprété par le cerveau. Les vibrations de la membrane basilaire induisent un cisaillement, contrainte mécanique de la membrane tectoriale, qui recouvre l'organe de Corti. Il en résulte un influx de potassium dans la cellule, donc le potassium rentre dans la cellule ciliée et il va y avoir un changement de potentiel membranaire, donc une dépolarisation. Donc, ce changement de potentiel, il est proportionnel à l'intensité acoustique du son stimulant. Et il va y avoir, bien entendu, libération d'un neurotransmetteur et genèse d'un potentiel d'action dans le nerf 8, dans la branche cochléaire, la branche de l'audition. Parce qu'il y a une autre branche qui est pour l'équilibration. Alors, le codage de l'information, un son est codé par deux facteurs. Deux paramètres, l'intensité et la fréquence. Donc, l'audition prend essentiellement en compte deux paramètres des vibrations acoustiques, l'intensité ou l'amplitude de la vibration, c'est en décibels, et la fréquence ou nombre de vibrations par seconde en hertz. Alors, là, le codage de l'intensité sonore. L'intensité sonore est fonction de la fréquence des influx nerveux qui atteignent l'encéphale, c'est le nombre de potentiels d'action par seconde. Donc, les ondes sonores très intenses vont augmenter la fréquence des influx nerveux, le nombre de potentiels d'action par seconde. Inversement, les ondes sonores très faibles vont avoir des potentiels d'action par seconde très faibles, donc une fréquence assez basse. Le codage de la fréquence. La membrane basilaire est plus étroite mais plus rigide à la base de la cochlée. Les sons de haute fréquence induisent des vibrations maximales dans cette région. Ça veut dire que les vibrations qui arrivent à partir de la base de la cochlée, c'est pour les sons de haute fréquence. Alors, vers l'apex de la cochlée, la membrane basilaire est plus large mais plus flexible. Les sons de basse fréquence entraînent une vibration maximale de la membrane basilaire dans cette région. Donc, vers l'apex, les vibrations qui vont arriver à partir de l'apex vers le cerveau, ce seront pour les sons de basse fréquence. Donc, le cerveau le saura. Donc, quand il aura,
par exemple des vibrations qui viennent de l'apex, il saura que ce sont des sons de basse fréquence. Quand ils parviennent à partir de la base de la cochlée, il saura que ce sont des sons de haute fréquence. Par ailleurs, la détermination de la direction du son est binaurale, c'est-à-dire il faut les deux oreilles pour savoir la direction du son, si bien à droite, à gauche ou du milieu. Alors, les voies nerveuses auditives, le point de départ, c'est la cochlée. Donc, il va y avoir un fil nerveux qui va être donc engendré et il va, bien entendu, être transmis au nerf auditif, la branche cochléaire. Alors, les relais, c'est des points, donc des stations où vont passer les influx nerveux, mais c'est des relais qui ont un rôle, ils vont traiter déjà l'information. Alors, vous avez les noyaux cochléaires, il y a trois subdivisions, dorsale, postéro-ventrale et antéro-ventrale. Vous avez l'olive supérieure ensuite qui reçoit des informations homo- et contralatérales des deux côtés, avec deux noyaux. L'olive supérieure médiane qui détecte les différences temporelles entre les temps, la différence donc entre les sons. L'olive supérieure latérale qui détecte les différences d'intensité entre les sons. Tout cela va permettre au cerveau d'avoir des informations très précises. Les noyaux du lemnisque latéral, transit des voies monorales et arrivée des fibres cochléaires contralatérales et celles ne passant pas par l'olive supérieure. Donc, il y aura des voies homolatérales qui vont arriver au niveau du lemnisque latéral, des voies contralatérales et même des voies qui ne passent pas par l'olive supérieure, qui viennent directement des noyaux cochléaires. Au niveau des noyaux du lemnisque latéral, c'est le traitement du signal du début du son et sa durée. Donc, c'est des informations pour le cerveau en ce qui concerne le début du son et sa durée. C'est les noyaux du lemnisque latéral qui donnent l'information au cerveau. Le colliculus inférieur ou tubercule quadrijumeau postérieur, les afférences sont issues des noyaux cochléaires, des olives supérieures et du noyau du lemnisque latéral. Alors, le colliculus inférieur va traiter les sons porteurs d'une signification biologique, donc il va sélectionner tout ce qui est parole, langage, et il va donc codifier ça pour le cerveau. Le corps génoué médian du thalamus, il a deux subdivisions, ventrale et la ceinture dorsale et médiane. C'est un signe d'intégration des aspects fréquentiels et temporels des sons. Là aussi, il traite les fréquences et tout ce qui est aspect temporel des sons, leur durée, etc. Le cortex auditif à la fin, donc il aura beaucoup d'informations et il va traiter, c'est le traitement final des ondes sonores. Alors, le cortex auditif primaire, c'est l'aire 41-42, c'est les gyrus temporales transverses de Heschel. Le cortex auditif secondaire, R22, c'est le gyrus temporal supérieur, qui sera responsable du traitement final des influx qui proviennent des ondes sonores. Alors, l'intégration corticale, comme on peut le voir, la cochlée va donc envoyer des influx au noyau cochléaire qui vont le distribuer à l'olive supérieure, au noyau lemniscal latéral, soit directement, soit ou bien certains signaux viennent directement du noyau cochléaire vers le lemnisque latéral. Et enfin, le lemnisque latéral va envoyer, surtout de manière contralatérale, les informations aux tubercules quadrijumeaux qui vont le répercuter sur le CGM, lequel se projette sur le cortex auditif primaire qui, avec l'aire 41-42, sera responsable de l'analyse des sons complexes comme la voix chantée, etc. La mémorisation immédiate du son, l'attitude réflexe qui consiste à tendre l'oreille, c'est-à-dire quand on entend un chuchotement ou une parole, on va tendre l'oreille vers la direction d'origine du son. Enfin, les réflexes et voies descendantes pour la protection de l'appareil auditif qui est très fragile. Nous avons des voies cortico-olivo-cochléaires ayant pour cible les cellules ciliées externes amplificatrices. Donc, ces voies vont inhiber les cellules ciliées externes pour qu'ils n'amplifient pas le message
sonore. Alors, le réflexe ossiculaire pour empêcher de trop fortes vibrations au niveau du tympan et de la chaîne des osselets grâce aux nerfs 5 et 7 agissant sur le muscle tenseur du tympan et le muscle stapédien, justement, c'est le réflexe ossiculaire. Par le biais des nerfs 5 et 7, on va contracter les muscles tenseurs du tympan et le muscle stapédien pour éviter qu'il y ait, pour justement faire en sorte qu'il y ait une rigidité au niveau du tympan et au niveau de la chaîne des osselets. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de vibrations qui vont arriver au niveau de la fenêtre ovale. Avec ça, nous avons terminé cette séance sur l'audition. Je vous remercie.